ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Il est 10h11 sur Alger 3. Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h en direct. Nous souhaitons la bienvenue. Pour l'instant, il y a une seule invitée qui est dans le studio d'Alger 3. Elle est studieuse en bonne élève, Madame Ben Belaïd, qui est donc inspectrice de français au primaire à la Daïra de Sidi Mohamed. Bonjour Madame, merci d'être parmi nous. Bonjour madame. Bonjour. Alors nous aurons tout à l'heure, évidemment, elle va nous rejoindre dans un moment, madame Amina Belkhir, qui est directrice au CEM Ibn Khaldoun à Notre-Dame d'Afrique Boulorine, et monsieur Zohir Belkadi, inspecteur de l'enseignement secondaire. Il sera en ligne tout à l'heure avec nous. Nous aurons également l'avis sur ces examens de fin d'année et puis sur l'évaluation des acquis. Tout à l'heure avec nous, l'avis de madame Khiyar, qui est présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Et nous allons commencer sans plus tarder. Alors, on disait tout à l'heure, il y a moins d'un mois qui nous sépare de la tenue de l'examen du brevet d'enseignement moyen et un peu plus d'un mois pour l'examen du bac. Mais avant, ce sont les tout petits qui seront évalués dès ce dimanche 11 mai. L'évaluation des acquis touchera les élèves de 5e, mais pas que Madame Ben Belaïd. Cette évaluation a été élargie. Élargie, oui. Donc elle va toucher, les deuxièmes années primaires et les quatrièmes années. Très bien. Et les troisièmes années, non. Les premières, non. Alors, comment ça se passe? Pourquoi les troisièmes ne seront pas évalués? C'est par palier. Donc au primaire, il y a 3 paliers. Il y a les premières années, les deuxième année, c'est le premier palier. C'est l'initiation à l'apprentissage. Puis il y a 3e, 4e année, le deuxième palier, c'est la consolidation, bien sûr. Et le dernier palier du cycle primaire, c'est la 5e année. Très bien. Alors, donc cette organisation par palier, elle est toute nouvelle. C'est depuis l'introduction, plutôt la suppression de la 5e. De la 5e année. Donc toute nouvelle, oui, parce qu'on a commencé par évaluer les acquis du fin du cycle primaire. Donc, ça a touché principalement les 5e années, c'est tout. Mais après l'analyse des résultats, donc il y a eu une remédiation. Donc, les experts, les spécialistes qui ont participé à l'analyse des résultats obtenus, ils ont élaboré une grille d'évaluation. Donc, ils se sont rendus compte que les problèmes venaient de la base. Très bien. Pas uniquement. Donc, c'est des problèmes qu'il faut prendre en charge dès les premières années de l'apprentissage. Dès la deuxième année, cette évaluation va vous permettre, en tant qu'enseignant, inspectrice également, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sur l'enseignement qui n'a pas été peut-être bien dispensé, ou bien sur l'assimilation par l'élève. Bien acquis. Voilà. Bien acquis. Donc, il y a par exemple, en deuxième année, les élèves seront évalués seulement en 2 matières. Il y a les mathématiques et l'oral arabiya. Très bien. C'est tout. Donc, même l'oral arabiya, la langue arabe, ça touche seulement la compréhension de l'écrit. Donc, ils n'auront pas de texte à produire. Voilà. Et en mathématiques, ça concerne principalement l'adad. C'est l'adad ou l'hisab. Parce que le problème rencontré en 4e, 5e année, c'est dans ce cas-là. Donc c'est pour cette raison que les élèves de 2e sont évalués sur ces aspects-là. Voilà, parce que le problème de mathématiques, on remarque que la plupart des élèves rencontrent des obstacles en mathématiques. Donc il faut bien les prendre en charge dès le début de l'apprentissage. Très bien. Alors les matières sur lesquelles ils seront évalués, questionnés, donc vous l'avez dit pour les 2e, maths et arabe. Pour les autres paliers. 4e année, c'est la même chose, maths et arabe. Oui. Voilà. Par contre, la 5e année, c'est beaucoup plus large. C'est mathématiques, l'oral arabiya, français, anglais, tamazirt, tarikh, islamia. D'accord. Voilà. Mais par contre, les 4 langues, donc français, arabe, anglais, tamazirt, ils auront des textes à produire. Donc ça va se passer sur 2 moments. La compréhension de l'écrit pendant 45 minutes, une petite pause d'un quart d'heure, de 15 minutes, et puis ils vont reprendre pour produire un texte. Voilà, généralement relatif généralement aux thèmes rencontrés durant l'année scolaire.
Très bien. Alors, c'est de l'écrit ou de l'oral? Donc, vous l'avez dit, ça sera de l'écrit. C'est de l'écrit. L'oral se fait d'une manière continue. C'est tout au long de l'année scolaire. De l'écrit, même pour les deuxièmes Oui, le deuxième. L'oral et mathématiques, c'est écrit. Pareil pour 4e et 5e année. Alors, combien va durer cette évaluation par matière? Et puis, donc, on sait que c'est sur 2 jours. Deux jours pour les deuxièmes années, 11-12, oui. Parce qu'ils n'ont que l'oral. Que de matière. Par contre, les autres, 5e année, c'est 3 jours. 11, 12, 13. Très bien. Voilà. La durée des évaluations c'est généralement 45 minutes. 45 minutes comme le cours. Comme le cours. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils seront appelés à changer de classe, à être installés dans d'autres classes? Est-ce que c'est leurs enseignants qui vont les évaluer? C'est les enseignants qui vont les évaluer. Beaucoup plus, c'est une évaluation qualitative, pas quantitative, donc elle n'est pas notée. Oui. C'est pour ça que les parents n'ont pas de stress. Vous voyez, nos parents, généralement, exigent la note. Oui, exactement. Mais par contre, sont très exigeants, très exigeants par rapport à la note. Par rapport à la note, par rapport à la moyenne. Par contre, l'évaluation continue, on a une grille d'évaluation qui a 4 niveaux d'évaluation, A, B, C, D. Donc, quand il y a une bonne maîtrise, c'est le A, maîtrise maximale. Quand il y a la moyenne, c'est B, c'est la maîtrise satisfaisante, mais très satisfaisante, puis peu satisfaisante, B, non satisfaisante, c'est le D. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas de sanction. Oui. Voilà, c'est juste pour avoir des renseignements sur les obstacles rencontrés, sur les lacunes des élèves qu'on pourra après remédier. Alors, c'est plutôt une évaluation qui va servir les enseignants, les enseignants plutôt que l'élève, parce que lui, il va juste en fait donner les lacunes qu'il rencontre par écrit, et c'est les enseignants qui vont travailler là-dessus, c'est ça? C'est les enseignants qui vont travailler là-dessus, mais même les élèves, quand même, c'est à leur avantage, bien sûr, parce que les lacunes, les obstacles seront pris en charge. Oui. Voilà, sans aucune sanction. Alors, est-ce que c'est les résultats obtenus, donc vous l'avez dit, c'est des appréciations A, B, chaque lettre va correspondre un peu au niveau de l'élève. Est-ce que ces appréciations vont être données aux parents? Est-ce qu'à la fin... Donc, oui, à la fin, il y a un carnet. Il y a un carnet d'évaluation, c'est carnet de suivi. Daftar al-Mutaba'a, qui est remis aux parents en fin de cycle primaire, en fin de la 5e année. Pourquoi? Parce qu'en 2e année, quand on a des renseignements sur les obstacles rencontrés, sur les lacunes des élèves, il y a l'enseignant qui va les prendre en 3e année, qui va prendre en charge toutes ces difficultés. Pareil en 4e année. Donc, les 4e années, l'enseignant a des renseignements sur le niveau de ses élèves. Donc, il va quand même remédier, il va prendre ces obstacles. En quelque sorte, c'est une sorte d'évaluation diagnostique. C'est pour préparer les prochaines leçons. Par contre, en 5e année, il y a le fameux carnet de suivi qui va être transféré vers le collège. Et c'est au professeur de collège qui va assurer le suivi. Alors, pour les 2e années, est-ce que ça sera le même carnet qui va les suivre tout au long de leur cursus? Normalement, oui. Très bien, et pour après atterrir au collège. Et là aussi, ça sera le même travail qui est fait par les enseignants, à savoir combler les lacunes là où ça se passe mal? Oui, ce carnet de suivi, c'est-à-dire il sera transmis au professeur du collège. Donc, c'est comme une fiche de synthèse qu'on avait avant. Oui. Donc, l'enseignant a toutes les informations, a tous les renseignements pour bien prendre en charge les nouveaux élèves. Très bien. Alors, donc vous l'avez dit, on le donne aux parents. Parallèlement à cela, évidemment, il y a des examens de fin d'année, les compositions, les fameuses compositions. C'est l'évaluation certificative. Exactement. Voilà. Donc, la composition, pour être clair, va leur permettre de passer à une autre classe. Et imaginons que l'élève en question réussisse sa composition, mais pas son évaluation. Comment ça se passe pour lui? Il va être admis. Il va être admis. Il a sa moyenne, il est admis. Par contre, l'évaluation des acquis, c'est beaucoup plus formative. Oui. Donc, c'est l'évaluation formative et ça se passe, c'est juste pour recueillir toutes les informations sur les élèves. Oui. D'accord. Donc, il a des difficultés. Ces difficultés, on doit les prendre en charge. On doit remédier à toutes les difficultés. En parallèle avec la moyenne, ça n'a rien à voir. Très bien. Est-ce que ça sera porté sur justement sa fiche d'évaluation, le fait qu'il ait réussi dans sa composition tout au long de l'année avec de bonnes notes? C'est le A, B, C, D, c'est les niveaux. Et ça sera également porté, c'est-à-dire le résultat qu'il obtient, par exemple un élève qui est bon pendant l'année, mais dans l'évaluation, on remarque qu'il n'a pas acquis ce qu'il fallait pendant son apprentissage, mais qu'il réussit très bien ses compositions. Généralement,
généralement, les élèves qui sont bons, qui ont de très bonnes notes, ils ont toujours des Ils parviennent à avoir des meilleures appréciations. Oui. Ouais. Alors l'appréciation justement, comment vous la faites? Est-ce qu'il faut avoir des réponses justes, c'est-à-dire tout ce que vous proposez comme évaluation doit donc avoir des réponses justes de la part de l'élève, ou comment ça se passe? Comment on estime qu'il a droit à un B vous parlez maintenant du sujet, oui. de l'outil de l'évaluation. Donc exact. Le sujet comporte un texte, bien sûr, oui. un texte à la portée de l'élève. Ça, c'est pour tous les paliers. C'est pour tous les paliers. Moi, principalement, je parle de la langue française. Oui. Quand on élabore un texte, c'est qu'il ne doit pas dépasser les 30 mots. Des fois, on les dépasse légèrement quand le sens est accessible. Très bien. Et puis, il y a trois critères à évaluer. Très bien. Donc, généralement, l'élève identifie le thème global. Oui. Voilà. Puis, il a des réponses à cocher. La meilleure réponse à cocher, c'est tout. Après, il va relever le champ lexical par rapport au thème. Et puis, il y a des informations à relever. Là, c'est très, très simple. Donc, généralement, l'élève qui sait lire, il n'aura aucun problème. Très bien, donc pour lui, ce sera juste une formalité. Juste une formalité. Si on est bon élève pendant l'année, on est sûr d'avoir à son évaluation. Voilà. Alors justement, vous l'avez dit, ça compte pas pour le passage d'une classe à une autre, d'un niveau à un autre. Par contre, ça va contribuer à améliorer le niveau de cet élève, à travailler son niveau. Alors comment ça se passe justement, cette remédiation dont vous parlez? Vous avez au passage donc, de la deuxième à la troisième année, donc son enseignant, est-ce qu'il doit changer, pas changer, c'est le même, et comment il fait, comment il travaille? Est-ce qu'au début de l'année, la directrice leur fournit les documents nécessaires pour travailler? Voilà. Donc, très bien. Techniquement, comment ça se passe? Alors même si l'enseignant n'a pas les mêmes élèves, oui. cet élève est dans une autre classe avec un autre généralement, on veille à ce que ce soit le même généralement, enseignant. Mais oui. pas forcément. Oui. Hein, pas forcément. Des fois, on change de classe, donc on change de public. Mais avant, on a toutes les informations recueillies. Donc l'enseignant a toutes les informations devant lui, d'une façon à pouvoir remédier aux obstacles avant d'entamer le programme. Très bien. D'accord. Donc il faut qu'il le fasse avant l'entame des programmes. Avant. Très bien. Avant. Et s'il a 2-3 élèves sur une vingtaine qui n'ont pas obtenu, donc il les prend en charge. Il les prend en charge avec l'ensemble. Avec l'ensemble, mais avec des activités, avec ce qu'on appelle aussi la pédagogie différenciée, c'est quand on peut donner des activités selon le profil donné. Donc cet élève, par exemple, maîtrise les calculs, mais ne maîtrise pas autre chose, je vais lui donner, par exemple, celui qui peut répondre aux situations d'intégration d'une façon correcte, il ne maîtrise pas les calculs, on lui donnera des opérations faciles à faire jusqu'à ce qu'il réussisse son... Très bien. Alors, ça s'appelle toujours Imtihan Taqyim al-Muktasabat, donc l'examen d'évaluation des acquis. Mais ce n'est pas un examen comme on l'entend. C'est juste le nom qui est là. C'est juste, voilà. Alors, on va s'adresser un peu aux parents pour les rassurer peut-être, Madame Ben Belaid. Bon, donc, cette évaluation, elle se fait généralement en fin de chaque palier, et en fin de cycle primaire pour les 5e années. Donc, elle permet beaucoup plus d'identifier les élèves qui pourront avoir des besoins spécifiques, des besoins d'un accompagnement supplémentaire. Donc cet accompagnement sera fait bien sûr par le professeur. Donc le professeur qui va suivre les progrès tout au long de l'apprentissage. Très bien. Alors, est-ce que ces évaluations, quand on parle de paliers, par exemple pour la 2e année, on va inclure aussi ce qu'on a appris pendant la première année? Oui, bien sûr. Voilà, c'est la fin du palier. Et c'est identique pour les 5e? Pour la 5e, oui. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bien ce qu'on ça? appelle le profil de sortie. Parce qu'il y a les 4 compétences, si vous le connaissez, les 4 compétences, il y a l'oral compréhension, il y a l'oral production, et il y a aussi l'écrit compréhension et l'écrit production, oui. Pour les langues, hein, oui. Français, arabe, anglais et tamazight. Donc l'élève, en fin de chaque palier, par exemple pour les 2e années, puis les 4e années et 5e années en fin de cycle, doit quand même avoir cette compétence. C'est pouvoir produire, réagir à une consigne, lire et comprendre, produire un texte par écrit, etc. Donc, c'est pour ça que l'enseignant, depuis les informations qu'on lui donne oui. Sur chaque élève, oui. Donc l'enseignant suit les progrès de chaque élève.
Très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui nous écoutent et qui savent très bien que leurs enfants vont passer le 11, donc le dimanche, début de semaine, 11, 12 et 13 encore pour la 5e, cette évaluation des acquis, est-ce qu'ils doivent réviser, revoir tout leur cursus? Est-ce qu'il faut y aller normalement, puis normalement du monde? Est-ce qu'on doit poser quelques questions, faire quelques évaluations à la maison? Comment on peut faire? Comment on peut procéder pour les préparer à cette évaluation? Alors pour les évaluations à la maison, déjà les professeurs sont en train d'entraîner les élèves. Hein. Très bien. Donc généralement au début de l'année, chaque inspecteur réunit son équipe pédagogique et on élabore des sujets. Ces sujets après, ça nous permet d'avoir une certaine banque de sujets et les donner à tous les enseignants d'une façon à pouvoir entraîner les élèves. Parce que cette évaluation des acquis diffère de la composition, par exemple. Donc, c'est coché, entouré, identifié, relevé du texte. Donc, les parents n'ont pas à s'inquiéter parce que les professeurs ont déjà donné pas mal de sujets aux élèves. Et on rappelle que cela ne compte pas pour le passage d'un niveau à un autre, mais juste, évidemment, comme vous l'avez dit, pour combler un peu les lacunes que l'enfant aurait pu accumuler. Mesurer le niveau d'apprentissage des acquisitions des connaissances. Très bien. Merci Madame Ben Belaïd pour toutes ces explications concernant donc l'évaluation des acquis. Je rappelle que ça sera donc à partir du 11 le dimanche, ce dimanche 11-12 pour le deuxième, pour le premier et deuxième palier, et puis pour le troisième palier, la 5e année primaire, ça sera le 11, 12 et 13. Madame Ben Belaïd Noura, qui est inspectrice de français au primaire d'Aïra de Sidi Mohamed, restez branchés sur Alger 3, on revient dans quelques minutes. À 10h30, on est de retour sur Alger 3. Je rappelle que ça vous concerne, s'intéresse ce matin aux examens nationaux, le bac et le BEM, et pas que. Nous avons largement abordé en première partie de l'émission l'évaluation de l'examen d'évaluation des acquis en compagnie de notre invitée, Madame Ben Belaïd Noura, inspectrice de français au primaire d'Aïra de Sidi Mohamed. Et nous allons sans plus tarder avoir au téléphone Monsieur Zoher Belkadi, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire. Bonjour Monsieur Belkadi, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour Madame, je suis content d'être parmi vous. Un grand salut à la légendaire chaîne 3 et son staff, à vos auditeurs et par la même occasion à nos chers collègues qui sont avec vous sur le plateau. Merci, on vous remercie. Il y a Madame Ben Belaïd qui veut vous dire bonjour, évidemment. Bonjour, collègue. Bonjour. Oui, bonjour Madame Belaïd. Bonjour Madame, ça va? Alhamdoulilah, et vous? Ça va, je vous remercie. Très bien. Alors, vous n'avez pas pu venir justement parce que vous avez vous préparé donc cet examen décisif qui est le bac, qui concerne des milliers de candidats. Alors, Monsieur Belkadi, justement, on va parler du déroulement de cet examen. D'abord, donc les compositions qui ont été avancées pour vous permettre de préparer cet examen de fin d'année. Et puis, donc, alors justement, est-ce que ça vous a permis de mieux vous attarder sur ces préparations? Et quand on parle de préparation, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que vous faites pendant cette période de préparation, Monsieur Belkadi? Écoutez, Madame, la préparation d'un examen d'envergure comme le bac, c'est une large machine, c'est une grande machine qui comprend un nombre d'éléments et qui aussi intègre un très grand nombre de protagonistes qui font partie de cette machine-là, à commencer par les centres qui doivent être préparés, aussi il faut parler des différentes équipes qui gèrent ces centres-là. On parle aussi des sujets, ça veut dire les sujets qui sont préparés au niveau de notre fameux Office national des examens et des concours. Et à partir des sujets, il y a aussi, comme je vous ai dit, les différents centres, à partir du centre de regroupement, centre de compostage, les centres de correction, et notamment, bien sûr, bien avant, les centres de déroulement dans lesquels les examens vont se tenir, dans les meilleures des conditions. Voilà. C'est vraiment toute une machine à enclencher dès maintenant. Oui. Alors, juste avant donc le bac, il y a le bac blanc. Alors, est-ce qu'on se rapproche-t-il vraiment de l'examen final? Est-ce que c'est vraiment une sorte de simulation avant le jour J, avant le bac? Absolument, c'est une véritable simulation. D'ailleurs, les professeurs au niveau des différents établissements secondaires sont invités et sommés de préparer des examens qui ont plutôt l'allure et vraiment le contenu que les élèves risquent de trouver le jour de l'examen.
Ça veut dire, à commencer, il y a des coordinations qui sont organisées au niveau des établissements, supervisées par les chefs d'établissement et les inspecteurs de chaque matière. Et ces sujets-là sont à l'étude. Ils sont à l'étude et ils représentent vraiment des copies, on va dire, d'un examen original. Ça veut dire que les élèves vont se sentir et se retrouver dans des conditions qui sont pareilles et telles que celles qui vont avoir le jour J, le jour de l'examen. Il est aussi à relever que même par rapport à l'emploi du temps des matières quand elles sont organisées, elles prennent pratiquement presque le même emploi du temps que les étudiants vont avoir le jour J de l'examen. Très bien. Donc si on n'a pas le trac pendant le bac blanc, on ne l'aura pas pendant le vrai rendez-vous. Et est-ce que quand on réussit le bac blanc, on réussira forcément le bac? Et écoutez, il reste juste de dire que c'est pas vraiment ce que vous venez de dire, parce que quand même, il y a le phénomène psychologique qui peut parfois peser sur le candidat. Maintenant, il est vrai qu'il va vraiment atténuer l'examen blanc quand il est bien préparé, quand il est bien fait. Il va vraiment atténuer, on va dire, la pression et le stress que peut générer un examen d'envergure comme le bac. Restent maintenant les différents acteurs de la scène éducative qui doivent aussi jouer leur rôle pour aussi renforcer l'aspect psychologique chez l'élève, à commencer par le chef d'établissement, aussi parler des enseignants qui sont supposés psychologiquement aider et ramener le support aux élèves. Il y a aussi la famille, il y a aussi les camarades et les amis, et tout le monde pourra jouer un rôle. Maintenant, même les examens eux-mêmes, ça veut dire la manière d'élaborer l'examen, elle peut jouer aussi un rôle dans ce phénomène-là afin d'atténuer. Les élèves ont beaucoup de chance puisqu'à l'examen, vous savez bien qu'il s'agit de ils vont avoir 2 sujets. Ça veut dire que déjà, l'élève, quand il va voir le sujet, il pourra choisir le meilleur ou bien celui avec lequel il va se sentir dans la capacité de résoudre, d'arriver au bon résultat. Voilà. Alors, est-ce que vous conseillez justement, on sait que certains candidats au bac décident de déserter un peu les bancs de l'école à l'approche du bac pour se consacrer pleinement dans le calme chez eux ou peut-être dans des cours privés à cet examen. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces élèves, à ces candidats? Et puis surtout l'importance de se préparer, comme vous le dites, comme un vrai examen du bac pour le bac blanc. Voilà, écoutez, il ne serait pas éthique de marcher dans cette pensée-là où les élèves quittent les établissements à une période vraiment très précoce par rapport à l'examen. Vous vous rappelez qu'à notre époque, on finissait jusqu'au dernier jour. Et on était dans nos établissements et on faisait le travail avec nos professeurs et tout. Donc, ce que je conseillerais aux élèves, même c'est peut-être un petit peu tard maintenant, c'est on le fait régulièrement quand on passe en visite d'inspection aux établissements, on demande aux élèves d'être assidus et de continuer avec leur professeur jusqu'à la fin. Maintenant, ce phénomène de cours particulier, qui est un phénomène d'envergure, et pratiquement qui ne touche pas uniquement notre pays, ça veut dire que c'est un phénomène qui est pratiquement global, mais on demandera à ce que nos élèves, et on demandera aux familles aussi, parce qu'il y a le rôle des parents qui s'impose, qu'ils puissent convaincre leurs enfants de continuer jusqu'à la dernière minute. Et ce qu'on a l'habitude de leur dire, c'est, vous savez, vous voyez le marathon, on commence au starting line, on commence à la ligne de départ, et on doit arriver au finish, afin de réaliser le résultat escompté. Exact. Voilà. Alors, le retrait des convocations, il commencera dimanche 11 mai, et puis il va s'étaler jusqu'au 19. Là aussi, il faut de la préparation mentale pour ces candidats. Il faut qu'ils aient tout en main avant le début. Et puis, il y a des choses à faire, j'imagine, quand on retire sa convocation, on sait où on va passer son bac. Oui, donc écoutez, moi je tiens à souligner l'importance des actes des autorités publiques afin de faciliter alors l'examen aux jeunes élèves et aussi de leur permettre d'être dans les meilleures des conditions. Donc à commencer par le retrait des convocations d'examen. Donc ils vont aux établissements, ils vont le retirer à l'avance. Ils pourront à ce moment-là se déplacer et voir situer l'établissement où ils vont passer l'examen et de bien sûr prévoir la meilleure manière d'y arriver. Parce que vous savez quand parfois... Possible donc. Surtout le faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ils se déplacent à l'établissement, ils le situent, ils voient le moyen de transport qui leur convient. Parfois, on va en famille, parfois, on va individuellement en prenant un moyen de transport. Mais l'essentiel, il est fait en sorte que les élèves ne soient pas vraiment très éloignés de leur domicile ou de leur lieu de scolarisation. Très bien, ça c'est pris en charge donc au moment de l'affectation des élèves. Rester vraiment pas très loin de son environnement habituel, de son environnement familial. Voilà, souvent c'est le cas. Donc
Ça veut dire on tâche à ce que tous les élèves soient dans les meilleures conditions, arriver à l'heure, sans avoir de problèmes et de stress le jour J de l'examen. Voilà. Alors, comment ils seront justement installés le jour de l'examen, dans les classes, dans les centres? Quels critères est pris en considération le jour J? Écoutez, vous trouverez que les élèves, Yanni, ils sont de différents établissements. À l'intérieur des salles, ils sont de différents établissements. On veille à ce qu'ils ne se connaissent pas. Absolument, on veille à ce que les élèves ne se connaissent pas. On veille aussi à ce que même d'ailleurs les copies qui sont remises aux élèves afin de faire l'examen ne sont pas de la même couleur, parce qu'il y a les copies qui sont de différentes couleurs le jour de l'examen. Même les brouillons d'ailleurs ne sont pas des brouillons de même couleur. Les élèves sont assis avec un certain espacement, et même à l'intérieur des salles d'examen, si on se permet de parler des surveillants, il y a assez de surveillants. Ça veut dire qui chapeautent, ça veut dire qui supervisent l'examen à l'intérieur de la salle, et ils sont même instruits à ce qu'ils ne soient, qu'ils ne soient pas vraiment très aperçus, afin que les élèves restent toujours dans des conditions sereines de faire l'examen. Très bien. Alors la durée d'examination par matière, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus pour ceux qui nous écoutent ce matin? Comment ça va se passer? Ça sera long? Bon, écoutez, ils ont toujours la demi-heure, c'est l'habitude, hein, ils ont la demi-heure pour le choix du sujet. Oui. Et juste après le choix du sujet, ils auront le volume horaire de chaque matière. C'est-à-dire et ça dépendra des filières. D'accord. Donc maintenant, si on parle d'une filière de langue, par exemple, l'examen de langue, il prend du temps. Ça veut dire que c'est un examen qui prendra 3 heures, ou il y a même des examens qui pourraient prendre 4 heures si on parle des mathématiques, de la physique et tout. Donc ça dépend des filières et ça dépend aussi de... voilà, en fait, c'est de la filière qui dépend. Voilà. Alors comment sont élaborés justement, un peu pour s'adresser aux parents, ces sujets, est-ce qu'ils sont à la portée en fait des élèves moyens? Oui, il y a des critères pour que les élèves puissent aborder des sujets comme un sujet de bac, ou bien un sujet de brevet par la même occasion. Oui. D'ailleurs, Madame Belkhir, on va aborder avec elle dans un moment. Vous donner une idée. Oui. Donc généralement, les sujets d'examen sont faits d'une sorte à ce qu'ils répondent à l'élève moyen. D'accord. Répondre à l'élève moyen, ça veut dire tout le monde pourra trouver, la solution en général. Oui. Maintenant, il y a des activités qui demandent beaucoup de réflexion, il y a des activités qui sont des activités d'application, il y a des activités qui demandent peut-être de la lecture attentive, et c'est ça. Ça veut dire c'est un amalgame, c'est une variété d'exercices, afin que tous les élèves, quel que soit leur niveau, puissent se retrouver lorsqu'ils ont cet examen en face d'eux. Et bien sûr, il y a aussi les éléments de le respect de la taxonomie, ça veut dire les instructions sont claires, les activités sont dans un ordre, ça veut dire de difficulté qui est approprié, ça veut dire que les choses sont faites suivant un nombre de critères qui est quand même très très fin. Alors, concernant le bac blanc, c'est une question intéressante qu'on vient de me poser. Est-ce que l'examen sera unifié dans tous les établissements ou non? Chaque établissement va élaborer les sujets pour ses élèves. Oui, chaque établissement, son équipe pédagogique, dans chaque matière, il prépare les sujets de l'examen blanc. Très bien. Voilà, donc c'est comme ça que ça se déroule en général. Très bien. Alors, que faut-il faire, Monsieur Belkhadi? Que faut-il surtout ne pas faire le jour de l'examen? Bon, écoutez, le jour de l'examen... Parce qu'il y a de la rigueur, on sait qu'il y a de la rigueur pour le bac, il y a une surveillance vraiment de pointe. Oui, mais c'est normal. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. Le bac algérien est un bac très solide. Oui. Est un bac très solide. Ça veut dire les élèves algériens, quand ils obtiennent leur bac, c'est des élèves qui sont quand même bien formés. Oui. Et lorsqu'ils partent à l'université, ils sont toujours là, et quand ils partent, même vous savez bien, quand ils partent à l'étranger, c'est un bac quand même ils réussissent très bien, même si certains pays ne montrent pas ce respect-là comme il se doit. Walakin, le bac algérien est très solide, à commencer par les mesures de sécurité et de protection, et comme je vous dis, il y a plusieurs services qui sont impliqués dans le bon déroulement de cette opération. Donc les services de sécurité, à commencer, ils veillent au bon fonctionnement des centres où se tient l'examen. Ils veillent au bon fonctionnement des différents autres centres qui suivent le centre d'examen. Et il y a aussi les différentes directions d'éducation qui sont en charge dans chaque wilaya. Et il y a aussi les différentes commissions ministérielles qui sont là le jour J en tant que cellule de crise, si on veut, où tout est suivi au peigne fin.
Très bien. Bon, et j'attire votre attention que si on parle de la surveillance, puisque vous l'avez évoqué, la surveillance, il faut que vous sachiez que les surveillants sont instruits qu'ils ne doivent en aucun cas avoir ou bien, on va dire, faire une pression sur les candidats ou quelque chose. Ils surveillent, ils accomplissent leurs tâches dans les règles de l'art et ils n'ont pas à mettre aucune pression sur les candidats. Les candidats sont là et c'est eux qui sont, on va dire, au centre de cette opération. On veut que les candidats se sentent bien, on veut que les candidats travaillent bien et on veut que le maximum de candidats réussissent et passent à l'université. Alors, pas de retard, évidemment, à voir le jour du bac. Il faut oui, prendre ses le conseil précautions. qu'on donnera à ça, c'est parmi les conseils qu'on devrait donner aux candidats. Il faut qu'ils se lèvent de bonne heure, ils doivent dormir de bonne heure pour se lever de bonne heure, ils doivent être à l'heure, avant l'heure même d'une demi-heure s'il faut. Et voilà, ils doivent avoir toute leur paperasse sur eux parce que quand même il y a le contrôle à l'accès, veut dire les convocations, les pièces d'identité justificatives. Et voilà, donc ils doivent aussi suivre les consignes à l'intérieur du centre qui est géré par un effectif, et l'effectif est là. Ils doivent aussi lire les affichages, ça veut dire c'est par rapport aux salles afin qu'ils ne se perdent pas, par rapport aux tables où ils doivent s'asseoir, et suivre bien sûr les consignes qui sont données par la même occasion par les différents protagonistes de cette, on va dire, de cette grande activité ou de cette grande opération. Oui, évidemment, l'encadrement est aussi important, vu le rendez-vous qui est important en termes d'encadrement. Oui, un grand dispositif. Tous les établissements, c'est-à-dire le nombre de professeurs qui est, ça veut dire, on va dire, réquisitionnés, mobilisés pour cette opération est énorme. Et à l'échelle nationale, le nombre d'administrateurs qui est aussi mobilisé, les chefs d'établissement sont mobilisés, les agents au niveau des portes qui sont aussi d'une importance et qui jouent leur rôle. Tout le monde est mobilisé et vous allez peut-être trouver que même ceux qui, on va dire, qui gèrent, qui contribuent à gérer le centre, ne sont pas l'effectif du centre lui-même. Ça veut dire si c'est un lycée qui abrite l'examen, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... l'effectif qui va gérer ce centre d'examen n'est pas automatiquement l'effectif de l'établissement lui-même. Très bien. Donc voilà. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Belkadi, de nous avoir donné toutes ces... C'est moi qui remercie la chaîne 3 pour leur invitation. Merci beaucoup, madame. J'espère que la prochaine fois, vous serez des nôtres au studio. J'aurais aimé être avec vous, vous savez, les engagements. Vous préparez le bac, c'est logique. Vous êtes là où il faut être. Merci Monsieur Belkadi. Mes salutations. Au revoir. Merci. Alors, je rappelle que M. Zohair Belkadi est inspecteur de l'enseignement secondaire. Il a été donc désigné par le ministère de l'Éducation nationale pour nous parler de cet examen, le bac. Alors, on va sans plus tarder, elle est là, elle est avec nous, Madame Belkhair, qui est donc directrice du collège Ibn Khaldoun à Notre-Dame d'Afrique, Boulorine. Alors, je vais vous poser pratiquement les mêmes questions, Madame Belkhair. Comment se prépare déjà l'examen du BEM. Alors, on a vu que le calendrier a été avancé pour les compositions pour vous permettre de préparer. Alors, comment se passe cette préparation? L'examen du BEM ou le BEM, je suis désolée pour ma voix, d'ailleurs, je suis vraiment désolée, bonjour à tout le monde, je suis désolée aussi pour le retard. Donc, si on commence par le BEM blanc ou le BEM, l'examen. Oui, le BEM blanc, oui, d'abord. Donc, le BEM blanc se fait au sein de l'établissement. Il faut qu'il soit conforme à l'examen du BEM. Comme ça, les élèves auront comme un petit entraînement. Oui. Donc, les sujets se font en interne. Donc, c'est les profs coordinateurs qui vont se réunir avec les collègues pour préparer les sujets. Et donc, on essaye aussi d'appliquer le même volume horaire et le même emploi du temps que pour le BEM. Donc, c'est 2 jours et demi. Très bien. Voilà. Très bien. Et pour le BEM, pour le jour J, la et préparation. pour le jour J, donc c'est un peu plus sérieux parce que ce n'est pas, les élèves ne vont pas automatiquement passer l'examen dans leur établissement. Ça dépend de l'ordre alphabétique des prénoms. Donc, il y a des élèves qui vont passer dans leur établissement et d'autres qui vont être orientés dans d'autres établissements qui sont dans la même commune. Très bien. Il y a un périmètre à ne pas dépasser. Oui, exactement. La même commune, la même circonscription. Oui. Donc, surtout que c'est des collégiens. Donc, il faut prendre ça en considération. Voilà. Et donc, c'est par ordre alphabétique des prénoms. Très bien. Qui seront installés ou qui seront dispatchés? Ils seront installés au niveau des salles d'examen ou qui seront dispatchés en fonction de leur... Voilà, très bien. Voilà, dans des salles qui... donc, les salles sont formées de 20 élèves par
classe. Oui. C'est le même système que pour le bac. C'est le même sérieux, la même rigueur. Voilà, voilà, oui. exactement. Vous veillez justement à installer donc cette rigueur, ce sérieux au niveau des classes. J'imagine que l'encadrement y est aussi, sera au rendez-vous, un encadrement important de qualité. C'est sûr, déjà pour les centres d'examen, il y a une commission qui passe ces jours-ci dans les établissements centres d'examen. Cette commission est envoyée par la wilaya, la daïra, la mairie et bien sûr l'académie pour voir un petit peu les circonstances, c'est-à-dire de l'établissement qui va accueillir les candidats. Donc il faut que tout soit prêt, question sécurité, question, comment dirais-je aussi, l'encadrement, tout soit prêt. Très bien. Voilà. Alors, la durée d'examination par matière, donc, la durée... Oui. Donc, on a 2 jours et demi pour le BEM. Donc, on a le matin, premier jour, la matinée, on a l'arabe et le physique. L'arabe, c'est 2 heures. On a les matières essentielles qui est arabe, les maths et le français, c'est des heures. Les autres matières, c'est 1 heure et demie. Donc, on a physique, sciences, anglais, 1 heure et demie et MSIR aussi. Parce qu'il y a des centres qui passent... et là, je vais vous poser la même question. Les sujets, est-ce qu'ils sont à la portée de ces candidats? C'est sûr. Oui. C'est sûr qu'ils sont à la... C'est des profs qui préparent les sujets à l'aide des inspecteurs, bien sûr. Et c'est dans le même règlement, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans une place bien fermée. Oui. Personne ne peut vous dire ce qu'on va avoir. Voilà. Mais c'est dans le programme. C'est-à-dire que l'élève qui s'est bien préparé, qui a révisé, il peut facilement avoir, on va dire, on va mettre la barre. La barre, oui. La base, il peut facilement avoir 110. Oui. Voilà, donc il faut persévérer. Très bien, un bon élève qui a une bonne note, il ne peut qu'avoir son BEM, on va rester tranquille, rassurer les parents. C'est sûr. Il faut que les parents aussi, là, il faut qu'ils jouent un rôle bien déterminé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas angoisser ces enfants, il ne faut pas les angoisser. D'accord ? Oui. Il faut les mettre à l'aise, il faut leur expliquer que c'est un examen comme tous les examens, sauf que là, c'est un examen officiel. En plus, ils seront entraînés pour le BEM blanc, donc ça leur permettra un peu de baisser un peu. C'est une mise en scène. L'examen blanc, c'est une mise en scène du BEM. C'est une simulation. Voilà. Exactement. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Que conseillez-vous aux candidats du BEM à faire dès maintenant? Et puis le jour J, à faire et à avoir absolument sur soi, j'imagine, les documents sont nécessaires. Oui, donc pour ça, j'ai préparé une liste. Oui. Parce que vous important. veillez en tant que directrice, vous avez l'habitude. Voilà, et j'ai aussi des enfants qui ont quand même passé le BEM, qui ont passé des examens. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas s'angoisser. Il faut bien se préparer, réviser, éviter de répondre directement sur la feuille, prendre son temps, parce qu'il y a des élèves qui répondent directement sur la feuille. C'est chose à ne pas faire. Oui, c'est des adolescents. Oui. Donc, et là, c'est le rôle de l'encadrement. Très bien. Voilà, donc il faut bien il faut prendre son temps. Donc, on a 2 heures, il faut les épuiser. Oui. Carrément. Donc, revoir sa feuille, utiliser un stylo, parce qu'il y a des consignes. Utiliser un seul stylo, donc soit le bleu, soit le stylo noir. Très bien. Il faut savoir que c'est un examen normal comme tous les examens. Voilà. Exact. Voilà. Retirer donc les convocations sont retirées à partir de quelle date? On a commencé. C'est l'établissement qui prend en charge les convocations. Oui. Pour les élèves scolarisés. Pour les élèves scolarisés, oui, pas pour les candidats libres. Oui. Donc ils les prennent directement de l'établissement. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon établissement, on va les donner le premier jour du BEM blanc. Très bien. Voilà. Et nous avons Madame Jamila Khayar qui est en ligne avec nous. Elle est présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Madame Khayar, bonjour. Merci de nous accorder de votre temps. Merci à vous. Merci de me donner l'occasion encore une fois de m'exprimer. Alors, on disait c'est des examens nationaux décisifs, Madame Khayar, et les parents ont un rôle important à jouer. Alors, est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils vous parviennent un peu des doléances par rapport à ces examens nationaux, des peurs, des craintes? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude que nous avons en tant que parents. C'est nous qui stressons et c'est nous, on a l'impression que c'est nous qui allons passer les examens. Oui. Donc finalement, on met dans l'embarras nos enfants, on les stresse davantage
Et là, nous sommes tout le temps derrière leur dos. Et ça, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer, de faire des rencontres de sensibilisation, de dire aux parents, il faut se détacher un peu, il faut faire confiance aux enfants, il faut les préparer, il faut les accompagner, mais discrètement. Et il faut les organiser dès le début de l'année. Il ne faut pas attendre la fin de l'année, il ne faut pas attendre les examens pour commencer à les bousculer. Donc, c'est vrai que c'est la famille qui passe l'examen finalement. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a les tout petits qui commencent dès dimanche cette évaluation des acquis. Et là aussi, il faut peut-être baisser un peu la pression pour les parents. On rappelle que c'est des évaluations qui ne vont pas compter en fait dans le passage. Absolument, absolument. Oui. Là, les parents doivent absolument comprendre que ce n'est qu'une évaluation des acquis. C'est-à-dire, c'est une manière de faire un petit peu le diagnostic, de faire une fiche d'accompagnement pour permettre à l'enfant, une fois passé à première année du collège, que le professeur, parce qu'il faut savoir qu'il est dans une école primaire, il a 2 ou 3 enseignants. Quand il passe en première année du collège, il a au moins 7 enseignants. Donc, du coup, il n'a pas le professeur ou l'enseignant n'a pas le temps de connaître tout le monde. Là, avec cette façon d'évaluer, avec ce carnet qui va accompagner l'élève, c'est une manière de demander ou c'est une manière qui va permettre à l'enseignant d'accompagner l'élève dans les matières où il a des lacunes. Tant mieux, c'est partout, il est bien, tant mieux, mais s'il a une lacune dans une matière quelconque, l'enseignant est en devoir et il a la responsabilité de faire la mise ou la remise à niveau. Oui. Permettre à l'enfant de rattraper et de corriger ses difficultés, ses lacunes, afin de lui permettre d'attaquer le 2e trimestre dans les règles de l'art, les mettre au même niveau, voilà. Oui. Et donc, ce n'est pas un examen, ça n'a aucune incidence ni sur le passage, ni sur les moyens de passage, c'est juste une évaluation d'accompagnement pour corriger, apporter des corrections à la première année du collège. Alors, Voilà. cette évaluation elle a été élargie par palier, il y a 3 paliers désormais au niveau du primaire. Est-ce qu'aujourd'hui les parents adhèrent pleinement, ils ont compris un peu le concept de cette évaluation ou non, on est toujours dans cette idée d'examination des élèves? Bon, nous sommes quand même à notre 3e année. La première année, ça a été très difficile. Oui. Il faut dire que la première année, ça s'est allé quand même sur presque 21 jours. C'était long et les parents ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, avec 3 jours, aujourd'hui, les parents comprennent, ils savent bien au contraire. C'est une très bonne évaluation qui vient permettre donc aux parents d'abord de corriger, d'accompagner leurs enfants durant les vacances. Ils peuvent aller prendre des cours, ils peuvent les corriger, ils peuvent les faire travailler. L'enseignant lui-même, il a tout un... Moi, j'ai toujours dit que c'est un carnet de santé. C'est comme la santé de l'enfant. Elle a dit que c'était comme un carnet de santé, oui. Comme un carnet de santé qui accompagne l'élève. Et l'enseignant, donc, avec ce carnet, ils peuvent donc corriger les lacunes, apporter, remettre à niveau et permettre à l'enfant de passer normalement cette 2e, 3e, 4e année moyenne. Bien au contraire, les parents maintenant adhèrent. Oui. C'est vrai que il y a des moments où ils sont un petit peu choqués parce qu'on emploie le mot examen, imtihan, alors que logiquement, non, ce n'est pas un imtihan, c'est pas un examen, c'est une évaluation. On évalue. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est vrai que moi-même, j'ai posé la question au ministère de l'Éducation. J'ai dit, ce n'est pas un examen. Il faut changer le lexique. Bon, c'est vrai que là aussi, il faut peut-être revoir toute la loi d'orientation. Pour permettre ce changement et tranquilliser surtout les parents. Voilà, merci Madame Djamila Khayar pour cet éclairage. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Un petit mot, vous vouliez rajouter, Madame Blaïd, très rapidement? Oui, ils ont changé juste donc ce n'est pas l'élève qui est évalué, mais par contre c'est les acquis. Très bien. Aussi on informe les parents, c'est d'éviter les absences. Exact. Juste un seul cas au cas d'une hospitalisation. Sinon, l'élève doit être présent. Voilà. Très bien. Merci à vous, mesdames. Merci aussi à Monsieur Belkadi qui était tout à l'heure en ligne avec nous. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Yassine au streaming, Tahara à la régie d'antenne et à la technique. Et Ahmed, merci.